Peut-on vraiment acheter un pays sans jamais se présenter aux élections, sans porter d'uniforme, sans lever une armée? La vie de John D. Rockefeller suggère que oui. Parti d'une enfance modeste, élevé entre la ruse d'un père colporteur et la rigueur d'une mère très pieuse, il a patiemment appris 2 choses qui vont guider tout son destin. L'argent doit travailler pendant que vous dormez et la discipline bat toujours le hasard. À Cleveland, adolescent en veston sombre, il arpente les bureaux jour après jour pour décrocher un poste de commis. On le trouve froid, méthodique, presque mécanique. Lui se voit comme un comptable de la réalité. Chaque dollar doit avoir une raison d'être, chaque risque, une contrepartie, chaque promesse, une échéance. Puis un liquide noir change tout. En Pennsylvanie, un puits crache du pétrole. Dans les journaux, un mot nouveau s'impose, kérosène. Beaucoup veulent de forêt. Rockefeller, lui, préfère raffiner. Il ne s'éprend pas de la loterie des gisements. Il choisit la partie rationnelle de la chaîne, là où l'on peut standardiser, optimiser, calculer. Avec un chimiste, Samuel Andrews, et bientôt un associé décisif, Henry Flagler, il installe à Cleveland une raffinerie où l'obsession n'est plus la flambée des prix, mais la baisse des coûts. Barils plus fiables, solvants mieux récupérés, résidus valorisés. Rockefeller ne laisse rien fuir, ni une goutte, ni un centime. En 1870, il baptise son œuvre Standard Oil. Le nom est un programme. Standardiser la qualité, standardiser les marges, standardiser la domination. Le jeune secteur du pétrole est un foutoir. Trop de raffineries, pas assez de discipline, des prix qui s'effondrent à la moindre surproduction. Rockefeller va y imposer un ordre. D'abord, il négocie des tarifs de transport introuvables pour la concurrence. La logique est imparable. Qui expédie par milliers de barils paie moins au wagon que celui qui en expédie quelques dizaines. Ensuite, il rachète. À Cleveland, il propose à chaque raffinerie un choix simple: s'associer et prospérer, ou résister et périr. À ceux qui vendent, il offre des actions plutôt que du cash. Ils deviennent partenaires et s'enrichissent avec la montée de l'empire. Aux irréductibles, il oppose des prix que personne ne peut suivre. En quelques mois, quasiment toute la ville raffine sous son drapeau. La méthode s'exporte. New York, Philadelphie, Pittsburgh, Baltimore. Partout, Standard achète, absorbe, modernise, ferme les installations les moins efficaces et consolide les plus performantes. Les pipelines s'étirent, contournant la dépendance aux convois de barils et aux caprices des compagnies de chemin de fer. Quand l'un des grands rails tente de créer sa propre filière pétrolière pour concurrencer Standard, Rockefeller n'hésite pas. Guerre des prix, redirection des volumes, pression jusqu'à capitulation. La leçon est brutale mais nette. S'attaquer à l'empire coûte plus cher que d'y prendre part. Cette montée irrésistible scandalise. Une alliance secrète avec des compagnies de chemin de fer, pensée pour accorder des rabais à quelques raffineurs et renchérir le transport des autres, déclenche une révolte dans la région des puits. La conspiration est dénoncée, l'entente avortée. Rockefeller encaisse, se tait et redouble d'efficacité dans ce qu'il maîtrise: l'achat, l'intégration, la logistique. En moins d'une décennie, Standard Oil contrôle l'écrasante majorité du raffinage américain. Les lampes s'allument partout au kérosène, les ménages payant un produit fiable, souvent moins cher qu'avant. Mais derrière la commodité sourit une pieuvre dont les tentacules serrent les rails, les ports, les barils, les prix. Rockefeller n'élève pas la voix, il ne parade pas, il construit. Pour coordonner un empire dispersé, il invente une structure juridique qui fera école: le trust. Des dizaines de sociétés réparties dans plusieurs États sont désormais dirigées d'un seul centre par un petit groupe d'hommes de confiance. La machine tourne avec la précision d'une horloge, du puits à la lampe, des barils aux factures. Standard ne vend pas seulement un produit, elle impose une manière de faire. Qualité constante, coût décroissant, marge tenue. Dans le monde réel, l'efficience pure n'est jamais neutre. Elle concentre le pouvoir entre des mains capables de la supporter. Mais plus l'empire s'agrandit, plus il attire la lumière. La presse d'investigation se déchaîne. Une plume obstinée, Ida Tarbell, raconte par le menu les ristournes ferroviaires, les rachats sous pression, les techniques d'asphyxie commerciale. Elle a ses raisons. Son père, artisan de l'industrie locale, a été laminé par les méthodes Standard. Le pays lit, s'indigne, caricature Rockefeller en pieuvre monstrueuse.
le vent politique tourne. Une loi antitrust naît pour réaffirmer que la concurrence est un principe, pas une option. Les tribunaux s'en mêlent. Après des années de bataille, le verdict tombe. L'empire devra être brisé. Le démantèlement ne ressemble pas à une exécution, plutôt à une division cellulaire. Standard se sépare en plusieurs dizaines d'entreprises. Beaucoup porteront plus tard des noms que l'on connaît encore, parfois réunis à nouveau par le jeu des fusions. Rockefeller, qui a cessé depuis longtemps de gérer au quotidien et garde surtout des actions, observe. Libéré du carcan du trust, certaines filiales prospèrent. La somme des parties vaut davantage que le tout. La fortune du patriarche prend, ironie des juges, une nouvelle ampleur. Leçon froide. Lorsque vous possédez les parts, scinder ne signifie pas perdre. Pendant que ces anciennes sociétés apprennent à vivre séparées, Rockefeller se réinvente. L'homme que l'on a présenté comme un autocrate de l'économie se fabrique une seconde peau, celle du bienfaiteur. Loin d'être un camouflage improvisé, c'est une fidélité à son éducation. Donner autant que possible, mais donner efficacement, comme on gère une entreprise. Il finance une grande université à Chicago, des instituts de recherche qui deviendront des références mondiales, un gigantesque programme d'éducation dans les campagnes, des initiatives de santé publique qui éradiquent des maladies oubliées. La philanthropie change de dimension. Elle n'est plus une aumône ponctuelle, mais une architecture. Une fondation dotée de moyens indépendants, d'objectifs mesurables, de comités qui évaluent. Une forme de pouvoir, elle aussi. Celui d'agir sur la société par les institutions plutôt que par les prix. Cette métamorphose ne gomme pas les zones d'ombre. Oui, des conseillers en relations publiques l'aident à expliquer ses dons, à dompter l'hostilité du public. Oui, sa générosité, même sincère, lui construit un récit plus favorable. Mais réduire la philanthropie à une opération d'image manque la moitié de l'histoire. Rockefeller pense vraiment, avec la candeur austère de son protestantisme, qu'une grande fortune doit servir au progrès. Et il le fait avec la même obstination qu'il mettait à régler une raffinerie, un programme, des étapes, des résultats. Il vieillit sans s'éteindre. Golf, violon, promenade. Il voit son fils reprendre le flambeau, non pas du pétrole, l'actionnariat, désormais diffus, a remplacé la main unique, mais d'un style, bâtir des œuvres durables, mêler immobilier, culture, urbanisme et consolider l'idée que le capital peut être civil. Au cœur de New York, un centre porte son nom. À travers le pays, des écoles, des laboratoires, des hôpitaux racontent la même histoire. L'argent, utilisé avec méthode, laisse des traces qui ne s'affichent pas seulement dans les bilans. Que reste-t-il, au-delà de l'homme, de ce qu'on pourrait appeler la formule Rockefeller? D'abord, la conviction que le contrôle n'est pas la force la plus visible, mais la plus tenace. Maîtriser les coûts, les flux, les standards, c'est tenir un marché par ses points d'appui et non par ses fanfares. Ensuite, l'idée que l'intégration, relier la chaîne de valeur du puits au client, produit une efficience spectaculaire, mais au prix d'un débat politique. Où finit l'optimisation? Où commence l'abus? Enfin, cette évidence qu'un monopole, même efficace, interroge la démocratie. La réponse américaine fut l'antitrust, c'est-à-dire un rappel. La concurrence n'est pas seulement une méthode économique, c'est un garde-fou social. Son héritage n'a pas cessé d'agir. Les sociétés issues de son empire ont alimenté le XXe siècle et continuent de façonner le XXIe. Les lois nées contre lui servent aujourd'hui de référence quand on examine la puissance d'acteurs technologiques. La philanthropie structurée qu'il a popularisée inspire des fondations contemporaines qui, à leur tour, tentent d'orienter des problèmes globaux avec des logiques d'investissement, d'évaluation, d'échelle. On peut discuter sans fin de la légitimité de ces pouvoirs privés. Certains y voient de la générosité industrialisée, d'autres une souveraineté parallèle. C'est précisément ce débat que Rockefeller a rendu incontournable. Reste l'homme, débarrassé de ses caricatures, ni ogre ni saint. Un organisateur hors pair, hanté par la précision, persuadé que l'ordre est un remède au chaos économique, prêt à employer des leviers que son époque a jugés inacceptables, puis capable de reprendre la main sur son récit par un autre type de construction, des universités, des instituts, des politiques de santé. La même énergie, d'un côté comme de l'autre, pour fabriquer de la permanence.
Si l'on devait condenser sa trajectoire en une image, ce serait peut-être celle-ci. Une lampe qui s'allume dans une cuisine modeste, quelque part en Amérique, à la fin du 19e siècle. Le kérosène est stable, moins cher, fiable. La lumière se répand dans des millions de foyers. Derrière cette flamme tranquille, il y a des pipelines, des wagons, des contrats, des rabais, des rachats. Il y a un grand ordonnateur qui a décidé de sculpter le marché comme un ingénieur sculpte une machine. L'Amérique n'a pas été conquise par un sabre, mais par une norme. Et l'homme qui a fixé cette norme, longtemps accusé d'avoir tout pris, a fini par beaucoup rendre, à sa manière. Peut-on s'acheter l'Amérique? Pas au sens d'un acte notarié. Mais on peut en acquérir les standards, en configurer les circuits, en influencer les lois, en financer des institutions qui, à leur tour, façonnent les esprits. À ce jeu, Rockefeller a été un maître. Il a montré les promesses et les périls d'un capitalisme qui veut tout mettre en ordre. La puissance quand il fonctionne, la défiance quand il déborde. Et il nous laisse une interrogation intacte. Qui doit dessiner l'architecture de nos marchés? Et que doit-on attendre en retour de ceux qui les dominent? Au bout du récit, il ne reste ni adoration ni anathème, mais une leçon de lucidité. Une société est faite de circuits, d'énergie, d'argent, d'idées. Ceux qui apprennent à les canaliser font plus que s'enrichir. Ils déterminent ce que nous trouvons normal. Rockefeller a fait entrer l'Amérique dans la lumière, puis a tenté d'en atténuer les ombres. C'est peut-être cela. Acheter un pays. Prendre en charge ses contradictions, les exploiter, puis chercher à les apaiser. Et laisser derrière soi un plan, plus qu'un mythe.